Et donc, rebonjour. Je crois que nous pouvons recommencer. Et, je veux nommer... Bonjour, Mercedes. Bonjour. Et je te donne l'autorisation pour que tu puisses partager ton écran s'il faut. Oui, d'accord. Et j'avais vu aussi Badruddin connecté sur le web. Oui, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Ici, il fait nuit. Hein. Bon, pas nuit, mais D'accord. 17 Ici, heures, oui. oui, c'est bientôt Bonsoir. le coucher de soleil. Et donc, Je suis là. oui, c'est pour vous autoriser aussi. Et, très bien. Parfait. Donc, j'ai le plaisir de présenter la dernière séance de ces journées d'études intitulée Musique de résistance et pouvoir dans l'océan Indien. Donc, nous allons écouter d'abord Mercedes Mignan et avec une présentation sur le Maloya intitulée Le Maloya du Fénois à l'étendard. On t'écoute, Mercedes. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Merci beaucoup pour cette... voilà, de m'avoir autorisé à participer. Et merci beaucoup pour l'organisation de ces journées. Voilà, c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Donc, en effet, ce soir, je vais vous parler du Maloya, ou plutôt de son passage du fait noir à l'étendard. Je vais donc en effet partager mon PowerPoint. Voilà. Donc, le maloya, à côté de la langue créole, constituerait le noyau dur de l'identité réunionnaise, selon l'écrivain Carpanin Marimoutou, ou encore le chanteur Bernard Joron, et selon de nombreux réunionnais. Cette musique traditionnelle, chantée et dansée, est aujourd'hui un des emblèmes de l'île de la Réunion, des Réunionnais, ou plus exactement, de l'identité réunionnaise. Or, il n'en a pas toujours été ainsi, loin s'en faut. Qu'il s'agisse du folkloriste Georges Fourcade, de l'auteur Jean-Pierre Lasselve, mais aussi de chercheurs comme les ethnomusicologues Benjamin Lagarde ou Guillaume Sanson, ils s'accordent tous à penser que le maloya existait déjà durant la période de l'esclavage. À ce moment-là, il se pratiquait clandestinement ou il était décrit de manière exogène par le pouvoir en place avant d'être complètement interdit du milieu, on va dire, des années 1960 jusqu'au début des années 80. Nous y reviendrons. Donc, il nous semble intéressant d'interroger ce basculement, non pas simplement de l'interdit à l'autorisé, mais de l'ombre à la lumière. Comment une pratique perçue comme dangereuse, menaçante pour certains, donc cachée, censurée, interdite, va devenir objet de fierté pour d'autres et, in fine, un symbole, un emblème de l'identité des Réunionnais. En d'autres termes, comment passe-t-on du fait noir à l'étendard? Pour répondre à cette question, il convient de l'articuler avec une autre interrogation que nous pourrions qualifier d'hypothèse. Depuis la loi de départementalisation en 1946 et jusqu'à la fin des années 70, des mouvements d'opposition comme le Parti communiste réunionnais ont souvent été accusés de récupérer le maloya pour en faire un symbole de revendication identitaire. C'est à ce moment-là que les autorités françaises l'interdisent dans l'espace public parce qu'il est perçu comme subversif et militant. A contrario, plus tard, au début des années 80, de nouvelles politiques publiques impliquent la valorisation de ces cultures régionales. Donc le maloya va avoir enfin le droit de citer, il est alors diffusé, promu, pour ensuite devenir un élément fondamental, et voire même fondateur, de l'identité réunionnaise. C'est pourquoi le terme de récupération nous interpelle et nous conduit à déplacer la focale pour nous poser la question suivante. Ce pouvoir de censure, ou au contraire de valorisation de certaines pratiques traditionnelles par l'État français, n'est-il pas un moyen de prolonger l'hégémonie? Ne serait-ce pas un nouveau visage d'une domination sur les anciennes colonies? Et finalement, cette menace de récupération associée au PCR, au Parti communiste réunionnais, ne serait-elle pas d'une autre nature
et d'une autre ampleur. Ce paradoxe qu'interroge Françoise Vergès dans son ouvrage « La République coloniale » mérite d'être questionné. Afin de proposer des pistes de réflexion dans un premier temps. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, pardon. Dans un premier temps, donc, je proposerai une description et une définition du Maloya. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur cette mise à distance et surtout sur les raisons de cette mise à distance qui deviendra une interdiction. Et enfin, nous discuterons de la posture de l'Hexagone et de l'évolution de sa politique culturelle, ou plus exactement, de la perception de celle-ci. Finalement, on s'interrogera sur le rapport à cette valorisation. Donc, qu'est-ce que le Maloya ? Une approche purement esthétique du Maloya serait insatisfaisante et lacunaire. En effet, même s'il occupe aujourd'hui une place de choix dans l'univers du spectacle vivant réunionnais, c'est avant tout une pratique traditionnelle. De ce fait, elle convoque une dimension fonctionnelle bien avant le spectaculaire. Et afin de donner une définition du Maloya, il convient de la corroborer à l'histoire du peuplement de la Réunion afin de percevoir son évolution à travers le temps et les nombreux métissages qui vont la caractériser. Donc, je vous présente quelques repères historiques. Donc, comme nous l'avons dit dans l'introduction, les premiers témoignages qui relatent de pratiques proches du Maloya sont des témoignages de l'époque de la période de l'esclavage. Donc, à l'image des premiers arrivants, les origines du Maloya seraient donc africaines et malgaches. Le Maloya se présente alors sous deux aspects qui existent toujours aujourd'hui. Un aspect religieux dans le rapport du culte aux ancêtres qui est pratiqué à Madagascar et sur la côte est africaine, dans les pays d'Afrique de l'Est, et un aspect, on va dire, plus profane. Et à l'instar du blues américain, il est l'expression de la douleur et de la révolte des peuples opprimés. Et suite à l'abolition de l'esclavage en 1848, il va y avoir l'arrivée d'engagés indiens et des néo-arrivants malgaches pour l'exploitation sucrière, et ça va élargir cette communauté et donc provoquer de nouveaux métissages. L'étymologie du terme Maloya, quant à elle, peine à voir le jour jusque dans les années 1960. C'est très tardivement. Le terme est polysémique, il désigne des musiques et des pratiques différentes dans des contextes différents. Il est accompagné par des instruments soit traditionnels, soit européens. Bref, il y a une grande diversité. Et par contre, en réaction à la loi de départementalisation en 1946, le Maloya se stabilise. Il se stabilise dans les années 60 exactement, et il sera associé à un discours militant, à revendications identitaires, face au rouleau compresseur de la métropole devenue pour certains vampirisante. Les liens de proximité avec le Parti communiste réunionnais et les mouvements autonomistes en feront un objet évident de subversion, et ça va mener à un boycott par les institutions sur la voie publique et dans les médias. A contrario, en 1981, avec la loi de décentralisation et la nouvelle politique française de valorisation des cultures régionales, le Maloya va être valorisé, va être promu, il va sortir du fait noir, diraient les Réunionnais, et donc il va quitter sa dimension uniquement fonctionnelle et va devenir, il va avoir va devenir revendicateur, militant. Il va monter sur scène et commencer à prendre une place significative. Il va garder en fait son rapport au militantisme. Et c'est d'ailleurs à travers cette nouvelle réalité qui sera confirmée par son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009 que moi je vais accéder à cette musique. C'est dans ce nouveau paysage. Bon, finalement, qu'est-ce que le Maloya ? C'est une musique chantée, dansée, et qui est originaire de la Réunion et principalement pratiquée sur l'île, même si, avec cette nouvelle réalité, il va voyager et sauter la mer. C'est un chant de construction responsoriale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a un chanteur ou une chanteuse qui lance une phrase a cappella, pas du tout accompagnée, comme une incantation, et un chœur va lui répondre, avec la même phrase ou avec d'autres paroles. C'est une musique principalement basée sur l'improvisation, qu'elle soit musicale ou textuelle. Il est souvent marqué par de fortes ruptures rythmiques et il est accompagné
par des instruments traditionnels réunionnais, qui sont ceux-ci. Donc, le rouleur, qui est un tambour barrique sur lequel est tendue une peau, le musicien se met dessus, s'assoit dessus. Le bobre, qui est un arc musical dont la caisse de résonance est faite d'une calebasse, c'est un arc à cordes unique et dont la corde va être frappée par une baguette. Alors, c'est le doigt qui va déterminer la hauteur de la note, et c'est le seul instrument qui a une hauteur définie dans l'instrumentarium d'accompagnement. Et donc, ça va un peu servir, oui, de basse, et en même temps, ça va aussi avoir un rôle percussif supplémentaire. Le kayam étant le hochet, fait de tiges de canne reliées avec des graines à l'intérieur. Et puis le piqueur et le sati sont des idiophones, c'est-à-dire qu'on va frapper, le piqueur étant fait en bambou et le sati en métal. On frappe et ils ont un rôle un peu ce qu'on appelle un ostinato rythmique, c'est-à-dire qu'ils vont installer des formules rythmiques qui vont tourner en boucle. Donc, le maloya est pratiqué sous différentes formes qui coexistent à l'intérieur d'un continuum où les aspects traditionnels sont plus ou moins présents. Donc, comme je le disais, il y a une partie sacrée à l'intérieur, donc les services cabarets, les services malgaches, c'est le rapport du culte aux ancêtres, et une partie profane, donc voilà, spectacle, bal, je vais préciser tout ça. Donc, la partie du sacré du maloya, donc c'est dans des cérémonies de culte aux ancêtres, on invoque des ancêtres, on convoque des esprits, on fait des offrandes. Le tempo est plus lourd, les instruments un petit peu moins présents dans ces moments de rituel. Le texte invocatoire est en langage, ce sont des réminiscences de textes malgaches en langue africaine également, et le texte est également en créole réunionnais. C'est dans ce contexte qu'on peut avoir des phénomènes de transe et de possession par les ancêtres célébrés ou les esprits invoqués. Donc là, j'ai une image d'un service cabaret chez Madame Baba à Saint-Louis dans le sud-ouest de l'île. Donc, on voit qu'il y a des offrandes qui sont faites. Voilà, le service cabaret, c'est une autre question, mais voilà, c'est tout un rituel très précis. Et le maloya profane, quant à lui, alors, il se présente sous différentes formes. Il y a des parties festives dans les services, dans les parties rituelles. Il y a des parties profanes. Donc là, on a un maloya beaucoup plus animé, etc. Puis après, il y a des bals maloya, des fêtes de famille. Ensuite, il y aura évidemment des rassemblements militants. Le texte est en créole réunionnais. Il évoque le quotidien, les histoires du passé, les histoires longtemps, la période douloureuse de l'esclavage, et puis évidemment les idées politiques. Et il met en valeur la culture créole, tant sur le plan, tant sur la forme que sur le fond. Alors là, moi, je vous propose un extrait. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner sur le plan sonore, c'est toujours délicat. C'était un bal maloya au moment de la semaine créole à Saint-Joseph. Et il y a le chanteur Olivier Arras, le leader du groupe L'Indigo. Voilà, c'est extrêmement festif. Le bal maloya, ça peut être ça. Bon, en tout cas, on voit bien, je me doutais bien. Oui, pardon. Désolée, il y a une petite astuce. Si tu vois à côté de la barre qui est tout en nom vert, il est indiqué option d'affichage. Tu déroules la petite flèche à côté de l'option d'affichage, tout en nom noir. Est-ce que j'ai ça, option d'affichage? Ah oui, d'accord. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, oui, d'accord. Option d'affichage. Si tu déroules l'option d'affichage, il y a partagé l'audio. Ouais, alors, à côté de la barre verte, option d'affichage. Il faut juste partager l'audio. Après, j'ai juste, à côté de la barre verte, j'ai juste arrêté le partage, en fait. J'ai pas... option d'affichage, non? Non, je le vois pas, mais peut-être parce que je suis un peu... Bon, sinon, je voulais vous montrer un peu l'ambiance... Ouais, non, je vois pas option d'affichage. En quittant le mode plein écran, ça peut apparaître peut-être. Alors, je suis en mode plein écran et juste peut-être quitter le mode plein écran et voir si la petite barre apparaît. Alors, est-ce qu'on va Non, j'arrive pas à quitter le mode plein écran, nous voilà bien. Bon, bah, je n'ai pas envie de faire trop perdre de temps. J'arrive pas à quitter le mode plein écran, en fait. Alors, non, bah, je ne sais pas comment faire, en fait. Sinon, j'arrête le partage, en fait, et ça... Bon, c'est pas grave, tant pis.
Cliquez sur sortir. Ah, ben juste, excusez-moi. Pardon? Cliquez sur Escape. Alors là, En on haut à peut me gauche dire, de votre écran. ceci dit, on peut me dire ça, là, arrêtez le diaporama. Et j'avoue, non, je vois pas trop. Je trouve pas. Je suis un peu désolée. Là, j'ai quitté le mode plein écran et vous me disiez donc? Ouais, non, j'ai pas. Si ça a changé, la barre à côté de... J'ai la barre verte où c'est marqué vous êtes en train de Exactement. partager votre écroc. Et juste à côté, vous n'avez pas option d'affichage ni rien du tout, parce que normalement, il y a Non. une petite flèche et que vous pouvez dérouler et à l'intérieur, il y a l'option de partage d'audio. Ouais, je comprends, mais je la vois pas. Alors peut-être j'ai pas envie de faire perdre trop de temps. Affichage, c'est juste à côté de diaporama révision et vous avez affichage. D'accord. Merci, Madame Fontanier. Donc, à côté de diaporama. En haut, voilà. Révision, affichage. Dans l'onglet, vous cliquez. Attendez, excusez-moi. Révision, OK. Ah oui, mais... Affichage, à côté. Ouais. C'est là. Oui, non, je crois que ça ne concerne que le PowerPoint, mais je parlais de l'écran Zoom. De Zoom. C'est sur Zoom, oui. Ah, bah ça y est, maintenant j'ai tout perdu. Bon, bah écoutez, tant pis. Je vais continuer parce que sinon ça va vous faire perdre du temps et ça m'embêterait. Sinon, oui, on peut continuer et peut-être à la fin. Oui, peut-être à la fin. Voilà, en tout cas, je voulais montrer une ambiance assez festive d'un bal Maloya. Donc, je reviens et en fait, au mois d'octobre, à la Semaine créole, dans le cadre de la Semaine créole, j'ai rencontré Stéphane Grondin, qui est un musicien, programmateur de concerts et aussi, comment dire, un grand défendeur du Maloya traditionnel. Et donc, il disait en fait qu'on peut très bien chanter la même phrase dans un contexte religieux ou profane. Et en fait, c'est, je le cite, ce qu'on va y mettre qui va en changer le sens et donc qui va donner tout. C'est donc l'interprétation qui va donner tout le sens à cette phrase. Donc, on l'a vu, la corrélation entre l'évolution dynamique du Maloya et l'histoire de la Réunion se perçoit donc dans sa transformation et son usage dans le temps. Donc, il peut être qualifié de musique métisse, même dans sa forme la plus traditionnelle. Malgré cette évolution marquée par ce qu'on pourrait s'apparenter à un syncrétisme, nous devons revenir sur une mise à distance de cette pratique par les pouvoirs en place, et ce, à travers le temps, jusqu'à très récemment. Donc, retour sur une mise à distance, en fait, afin de percevoir la complexité de l'émergence du Maloya et surtout de sa perception, il convient de rappeler l'écueil que représente le manque de sources. En effet, comme c'est une pratique de tradition orale et de transmission orale, on n'a que très peu d'écrits. Et ceux qui sont parvenus jusqu'à nous sont le fait d'observateurs coloniaux, nous rappelle l'ethnomusicologue Guillaume Sanson. Et donc, le discours est indubitablement biaisé et ethnocentré. Selon l'historien Sudel Fuma, ouvrez les guillemets, le Maloya reste encore une énigme historique, profondément ancrée dans la tradition populaire réunionnaise. Fermez les guillemets. Donc, et puis, parallèlement à ça, Guillaume Sanson nous rappelle d'ailleurs l'hétérogénéité des pratiques du début du XVIIIe siècle jusqu'aux années 60. Elles sont le résultat d'une dynamique permanente, des mélanges engendrés par les différentes vagues d'arrivée d'esclaves puis d'engagés. Fuma dit à ce sujet que, ouvrez les guillemets, les Réunionnais savent intuitivement que le Maloya vient d'ailleurs. Maloya, Lapanou l'a fait. Fermez les guillemets. Par ailleurs, Sanson insiste sur l'omniprésence du colonisateur dans les prises de décision quant à ces pratiques traditionnelles. En effet, dans la première moitié du XVIIIe siècle, les groupes d'esclaves de même provenance étaient éclatés de façon à ce qu'on puisse les séparer pour favoriser l'acculturation et les soumettre à la domination coloniale. Et ensuite, quand on aura une nouvelle arrivée massive d'esclaves qui va changer le paysage et qui va faire une nouvelle organisation de groupe, finalement, on va les installer dans le cadre fermé des plantations, ce qui aura évidemment une incidence sur de nouveaux mélanges, de nouveaux métissages, et ce qui sera encore une preuve, comment dire, que ce métissage et cette évolution est soumise à la décision
des colons et de la politique coloniale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les rares témoignages qui viennent jusqu'à nous, on a celui, par exemple, de Bernardin de Saint-Pierre qui relate des pratiques à ce moment-là nocturnes et cachées. Donc, on peut peut-être illustrer par une illustration. Donc, ouvrez les guillemets. Quelquefois, il se donne rendez-vous au milieu de la nuit. Il danse à l'abri de quelques rochers au son lugubre d'une calebasse remplie de pois. Mais la vue d'un blanc ou l'aboiement d'un chien dissipe ces assemblées nocturnes. Donc, Sudel Fuma souligne ici le lien du culte aux ancêtres, certainement, qui venait de Madagascar et d'Afrique de l'Est. Et il n'est pas du tout ici de question de contexte festif. On remarque d'ailleurs que l'observateur prend bien soin d'avoir un vocabulaire bien sombre qui insiste sur le côté mystérieux de la scène et donc qui nous fait voir sa méfiance, voir sa crainte, etc. Et puis, on a un autre témoignage de Montforan dans l'album La Réunion d'Antoine Roussin en 1863 et qui rapporte là aussi une scène assez saisissante. « Il était près de minuit quand j'aperçus au milieu du chemin une lueur rougeâtre, se projetant sur les grands filaos et les tiges élancées des aloés, faisant danser dans la nuit leurs ombres gigantesques, des tambours de timbres différents, depuis la note la plus criarde à laquelle puisse monter une peau vigoureusement tendue, jusqu'à la basse la plus profonde que puisse gronder une énorme grosse caisse, accompagnée l'aigre tintement d'une centaine de grelots en cuivre, formant le dessus de cette symphonie sauvage. En réglant leurs pas, ou plutôt leur pose, sur ce concert infernal, une cinquantaine de démons, presque nus, se livraient à 1000 contorsions bizarres. » Je prends le temps parce que je trouve que le vocabulaire et la rhétorique est intéressante. Donc, ce regard méprisant et même raciste montre bien l'association que l'auteur fait avec un univers démoniaque et maléfique. Il existe d'autres récits avec une mise en scène toujours plus effrayante, mais ce qui nous paraît plus important maintenant, c'est d'insister sur ce rapport du colon à l'altérité, à l'autre, où l'observateur se pose systématiquement en surplomb et adopte une posture de référence. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'en 1819, un commissaire de police de la colonie va interdire le bal noir par une loi, à la suite d'une fête organisée par un propriétaire sucrier à la fin de la campagne. Il autorise les esclaves à danser, et ce qui crée une très vive réaction de la population qui se dit, ouvrez les guillemets, indignée par le son des tam-tams des sauvages, elle réclama la fin de ce divertissement. Donc le bal noir est interdit. Parallèlement, on voit aussi des phénomènes d'intégration. Alors, on intègre des personnes de couleur dans une représentation de Paul et Virginie, par exemple, à Saint-Denis en 1839, ce qui crée une réaction assez vive d'un journaliste, je le cite, « Une innovation peu heureuse que d'avoir fait figurer de véritables noirs dans ce ballet ». Donc, on voit bien que le regard du colonisateur sur le colonisé montre toute l'ambiguïté de la notion d'intégration, ce qui, je pense, nous intéresse aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, finalement, que le maloya ait été pratiqué en secret ou autorisé, finalement, l'État colonial exerce son pouvoir, il tolère, il interdit, il impose et, in fine, il décide. L'exercice du pouvoir se transforme avec ce que Wilfrid Bertil, qui est un géographe et homme politique réunionnais, a appelé une sortie inédite de la colonisation. Il parlait évidemment de la départementalisation. Donc, en 1946, c'est en effet un tournant dans l'histoire de la Réunion. Elle devient département français comme la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Et cette loi tant attendue va pourtant occasionner de nombreuses déceptions. En effet, la politique de l'Hexagone s'invite à la Réunion et opère en rouleau compresseur. La métropole est omniprésente, avec une volonté d'homogénéiser et de niveler les pratiques culturelles. Elle opère ainsi une véritable politique d'acculturation. Le passé esclavagiste est évincé au profit de la prééminence de ce que l'on appelle le roman national avec ses couleurs impérialistes et avec un désir de ce que Bancel, Blanchard et Françoise Vergès appellent une plus grande France. À cette asymétrie s'associe l'agitation de l'épouvantail communiste par les départementalistes et donc ce que Prosper Rêve appelle dans son ouvrage « La peur », ouvrez les guillemets, la peur du péril communiste et du largage. Donc, il explique que dès le début du XXe siècle, donc avant la départementalisation,
il y a une politique d'intimidation face aux idées dissidentes. Donc, on va vraiment avoir une censure et même une expulsion de certains individus aux idées dissidentes. Et puis ensuite, après la départementalisation, il va y avoir une menace sur les familles les plus démunies, la menace du retrait des aides sociales. Si on adhérait évidemment à ces idées d'opposition, il fallait absolument éviter l'adhésion à ces discours dissidents. Et bien, sur le plan politique, on va retrouver cette hégémonie à travers l'opposition Sega-Maloya, donc qui sont deux musiques réunionnaises. Le Sega qui s'appuie plutôt, qui s'apparente à des musiques plus occidentales, à la chanson divertissante, qui est accompagnée par des instruments européens. Et le second, le Maloya, qui revendique ses racines, qui parle du passé douloureux de l'esclavage, de ses origines africaines, malgaches et de ses influences indiennes, qui mobilise aussi des instruments traditionnels. Bref, il est l'objet de revendications identitaires. Donc, il est perçu comme subversif, comme militant. Le tournant va s'opérer avec un premier concert de la troupe de Firmin Viry, que l'on voit ici, en 1959. Firmin Viry, qui est bien âgé, mais toujours de ce monde. Et il va donc faire un concert pour un sympathisant du Parti communiste réunionnais. Et c'est à cette occasion que finalement le Maloya va commencer à rentrer dans l'espace public, mais va créer un clivage autonomiste derrière Paul Vergès et puis contre les départementalistes derrière Michel Debré. Cette opposition va prendre place et puis d'autres oppositions en lien. Et donc, ça va prolonger ou plutôt révéler un nouveau rapport dominant-dominé. De la même façon, le nom de la troupe Résistance du chanteur Simon Lagarrigue, qui est décédé il y a 2 ans et demi maintenant, témoigne des enjeux politiques et démocratiques qui se greffent sur cette musique. À ce sujet, toujours Stéphane Grondin, dans cet entretien que nous avons eu en octobre, nous rapporte le témoignage de Lagarrigue, qui d'ailleurs s'était fait emprisonner en 1968 pour s'être opposé au pouvoir en place. Il dit que Simon Lagarrigue se souvient qu'à une époque, quand il s'agissait d'aller jouer le Maloya, il fallait être malin pour traverser les différentes communes sans se faire attraper avec les instruments. Il fallait aussi être sur ses gardes afin d'éviter les broquettes sur la route et les gros bras du camp d'en face qui montaient la garde aux endroits stratégiques. Donc, j'aurais voulu vous faire écouter Béa Lagarrigue, qui est la fille de Simon Lagarrigue, qui reprend une de ses chansons et qui vraiment met en place les oppositions noires, blancs, le rapport aux populations opprimées. C'est intéressant, j'espère qu'on pourra, mais je ne peux pas vous le garantir. Donc, le contrôle et la censure font leur apparition. Le Maloya n'est pas, contrairement au bal noir, qui lui avait une loi et n'était pas forcément dans la pratique interdit. Là, il n'y a pas de loi, mais il est vraiment interdit dans l'espace public, contrairement au Sega. Donc, toute référence à la période de l'esclavage et aux cultures traditionnelles est bannie, et dont seule une homogénéité qui se fera l'écho de la culture française à sa place, malgré une évidente hétérogénéité culturelle locale. Bravant la menace, le Maloya continue quand même d'être pratiqué secrètement avec ses figures telles que Firmin Viry, Simon Lagarrigue, Gramoun Lélé, le roi Cafre, qui vont être non seulement des représentants, des pourvoyeurs, mais aussi des transmetteurs de la musique. L'État français maintient son pouvoir décisionnaire, il organise et impose les repères culturels dits de référence, donc le rapport dominant-dominé se poursuit via d'autres voies. Ce contexte perdure jusqu'aux élections présidentielles de 1981 qui permettent un véritable virage politique. Mais s'agit-il d'un virage ou d'un mirage? Donc on va interroger cette relation à la valorisation des politiques culturelles. Donc en 1981, c'est l'arrivée des socialistes au pouvoir et avec eux la loi de décentralisation. Celle-ci s'accompagne d'une politique de valorisation des cultures régionales dont va bénéficier le Maloya. Interdit hier, il est maintenant diffusé à la radio, il passe à la télé, les enregistrements se multiplient, les organisations de concerts, les organisateurs programment de plus en plus de groupes de Maloya. Et malgré cela, tout en devenant spectaculaire, il garde sa revendication il revendique son attachement au passé, aux racines et à l'histoire du peuplement de la Réunion. Donc, il devient pour certains le symbole de l'identité réunionnaise. Et son
son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009 va amplifier et pérenniser cette valorisation. Mais malgré ces démarches qui peuvent être positives, qui se disent amélioratives, il nous paraît intéressant de souligner la complexité de ces politiques d'État. Concernant le Maloya, en tout cas, moi, j'ai fait face à 2 difficultés. Dans un premier temps, avec la spectacularisation et la multiplication des enregistrements, le Maloya va sortir de cette dimension purement fonctionnelle. Donc déjà, ça va avoir de forts impacts sur sa structure et sur son format. Par exemple, il va devoir répondre aux contraintes de minutage. Donc on s'interroge sur les parties improvisées. Elles vont soit être réduites, soit être maîtrisées. Donc le rapport à l'instantané, qui est vraiment l'essence de cette musique, est forcément bouleversé, tant sur le plan musical que textuel. Et puis d'autre part, cette fixation s'accompagne de manière paradoxale d'une évolution vers des mélanges tout à fait différents des anciens processus de métissage. C'est-à-dire qu'on n'est plus là dans des mélanges qui sont dus à des mélanges de communautés sur place ou des mouvements migratoires, mais plutôt à des échanges avec des musiciens du reste du monde. Puisqu'il est devenu objet de création artistique, il va convoquer des instruments électriques, voire électroniques. Il va aussi faire appel à des instruments d'autres sociétés géographiquement éloignées ou qui n'ont aucun lien avec l'histoire de la Réunion, du peuplement de la Réunion. Par exemple, la kora qui est plutôt d'Afrique de l'Ouest, ou le djembé, ou la kora qui est jouée par Sami Page Waro, qui est le fils de Daniel Waro, donc vraiment une des figures emblématiques du Maloya. Et puis les congas, les congas de musique latino-américaine, etc. Et on va arriver à ce qu'on appelle la fusion. Et ce terme de fusion existe, moi je vois presque sur la planète. Enfin, la musique bretonne, irlandaise, flamenca, tout le monde a sa fusion. Et d'ailleurs, il existe un collectif Maloya All Star, comme les Afro-Cubains All Star. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit, il y a une ouverture. Et donc on pourrait se dire, il y a une diversité finalement. Est-ce que ce n'est pas un nouveau formatage? Est-ce que ce n'est pas quelque chose à nouveau un petit peu polissé? Je ne sais pas. Et donc, de cette évolution, il y a une invitation à sauter la mer, mais aussi à coller, voire même à répondre à un modèle occidental mondialisé. Le Maloya ne risque-t-il pas un formatage commercial? Donc, finalement, pour terminer, avec cette labellisation en 2009, donc cette inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, pour certains, c'est une véritable consécration. Néanmoins, cette patrimonialisation procède d'une reconnaissance verticale qui n'est pas sans susciter quelques craintes et interrogations. Comme nous le rappelle Éric Alandroit, qui est un spécialiste réunionnais du PCI, une veille permanente reste nécessaire, car le PCI fait appel à l'intimité et aux affects des communautés. Donc, de ce fait, elles doivent rester actrices en fait, de ce chemin, de cette validation, pour pas qu'il y ait une menace de loup dans la bergerie et une folklorisation du débat. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'instrumentalisation. On ne doit pas éloigner le débat de son essence. C'est un véritable enjeu. Donc, à cette complexité, marquée par une frontière ténue entre valorisation et menace de détournement, ça va aussi réveiller d'anciennes tensions. Finalement, pourquoi le Maloya et pas le Sega? Pourquoi pas le bal tamoul? Donc, essentialiser la réunion au travers du seul Maloya ne pouvait que créer des divisions. Donc, c'est intéressant parce que ce même Stéphane Grondin nous fait part de toutes ces méfiances à l'égard de la politique de la France, où il prend un air très emphatique quand il dit la France et très moqueur. Et il nous dit que cette labellisation, finalement, elle ne change rien à ce qui se passe localement, à cette action culturelle qui est vraiment son processus d'évolution et de création, comme nous le montre quelqu'un comme Daniel Waro, par exemple. Et enfin, pour conclure, on pourra voir que les traumatismes de la période coloniale sont toujours présents aujourd'hui à La Réunion. Et des pratiques telles que le Maloya opèrent vraiment comme moyen de résistance. Et je l'ai remarqué, nous l'avons remarqué la semaine dernière au rassemblement de lutte contre les retraites, un groupe de manifestants revendiquant chacun l'appartenance à un syndicat par un t-shirt, par une casquette de syndicats différents, prennent le rouleur, le cayambe et se mettent à chanter un Maloya, une chanson de Daniel Waro, un Maloya fédérateur et résistant. C'était très parlant. Donc, en favorisant une complexité plutôt qu'une binarité simplificatrice, nous éviterons une vision manichéenne de la situation. Comme l'explique Françoise Vergès,
Les oppositions telles que tradition et modernité, je la cite, ou encore infrastructure et néant, présentes dans le discours de propagande coloniale pour valoriser les, je la cite, les réalisations de la France, ne sont pas sans rappeler quelques propos toujours d'actualité sur la modernité et l'émancipation. C'est ainsi qu'un regard décolonial permet d'interroger une réalité historique complexe où les apports du métissage et du syncrétisme enrichissent ces territoires marqués par les mouvements migratoires sur ces zones de frange et ces zones de contact. Les notions de récupération et d'instrumentalisation incitent à une veille permanente et nécessaire face à une réalité plurielle et composite. Je vous remercie. J'aurais aimé vous passer ce petit passage de la manif de l'autre jour, mais vous entendez oui, maintenant. Très peu, un peu au début, je ne sais pas, Lise. J'ai entendu un petit peu au début. Je me demande si ça ne vient pas de Mais- la connexion Internet, peut-être. C'est possible, oui, c'est ce que je sais que Zoom. Oui, pardon. Je disais que si tu as les liens, tu peux nous envoyer les liens par le chat ou par mail. Et peut-être au moment de la discussion, on peut commencer par ces petits... Non? Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que c'est des vidéos que j'ai faites moi, en fait. Donc, les trois, ce sont des trucs sur le terrain. Mais par mail, c'est-à-dire on peut passer à la deuxième présentation et pendant ce temps, tu peux nous envoyer peut-être par mail et donc à la fin, on diffuse Je peux peut-être essayer, en effet, parce que c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est assez parlant, en tout cas. Intéressant, je ne sais pas, mais parlant. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Céleste, pour cette présentation. Et... Merci à vous. Et j'ai oublié de signaler en te présentant que tu es musicienne et tu prépares un mémoire sur les sujets, le Maloya, et à l'Université de La Réunion en anthropologie. Et tout à fait. Donc, au tout début de la recherche, donc pour moi là, c'était vraiment un baptême, c'était très nouveau, mais donc je vous remercie beaucoup. C'était très bien, très clair. Et donc, nous allons passer à la deuxième présentation et après, on reviendra au moment de la discussion. Et je ne sais pas si tu peux juste arrêter le partage pour pouvoir... Bien. Et... Merci. Donc, j'invite Badroudine Abdou, qui prépare aussi un travail de recherche à l'Université de La Réunion. Oui, madame. Oui, bonjour. Il va nous présenter un travail intitulé La chanson révolutionnaire, un vecteur de propagande aux Comores, 1975-1978. Tout à fait. Merci de m'avoir donné la parole. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai oublié mes lunettes dans mon lieu de travail. Et du coup, en fait, ces lunettes sont adaptées à ma vue. Donc, je m'excuse parce que j'étais un peu pressé pour venir participer. Et du coup, j'ai oublié les lunettes normales dans mon lieu de travail. Donc, voilà. Alors, bon, d'abord, je vais d'abord vous partager mon écran. Attendez. Je vais chercher. C'est où? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Allô? Oui, on voit l'écran de votre ordinateur. Attendez, je vais essayer de... c'est où là? Voilà, bon. Il faut peut-être, on voit toujours les fichiers, mais vous n'avez pas encore ouvert les fichiers sur les... Ah, sur c'est déjà l'écran. ouvert là? Ah, on ne voit Non, pas? On ne voit non, pas les images? non, pas encore. Il faut peut-être partager le... Si vous arrêtez le partage et vous repartagez directement le PowerPoint. Ah, j'arrête d'abord? Comment je vais... Attendez.
je crois que le plus simple, c'est arrêter le partage et à nouveau partager avec le PowerPoint ouvert. Vous savez avoir des... Normalement, on va vous proposer de partager le PowerPoint. Normalement, j'avais lancé. Hein? J'ai lancé... Non, mais il faut arrêter le partage d'écran. Il faut... Là, vous voyez, hein? Non. Non, il faut arrêter le partage d'écran. Oui, parce qu'on est figé sur une image Oui, et une image de votre ordinateur. Oui. Vous pouvez arrêter votre partage comme si c'était la fin. Bon, j'ai arrêté là? Vous pouvez partager. Vous n'avez pas encore arrêté, non? Voilà. Voilà, très bien. Et vous pouvez Et maintenant? relancer. Vous repartagez votre écran et vous choisissez l'écran du PowerPoint ouvert. Ah, ok, attendez. Bon, là, c'est partager. J'ai appuyé sur partager. Oui, Ensuite, et là, vous choisissez le PowerPoint. C'est bon là maintenant? Non, pas encore. Non, parce qu'en fait, il faut que vous ayez votre PowerPoint ouvert. Et quand vous êtes partagé votre écran, si le PowerPoint est ouvert, il va apparaître à l'écran. Bon, j'ai arrêté. Bon, maintenant, c'est bon, là, je viens de l'ouvrir. Alors, je vais encore repartager. Et maintenant, partager, c'est bon? Oui, maintenant, c'est bon. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et ça va, c'est visible ou bien je dois élargir l'écran ou ça va? C'est bon, on voit bien ici, comme ça. Alors, bon, merci. Bon, je suis doctorant en histoire politique à l'Université de La Réunion. Je travaille sous la direction du professeur Yvan Combo. Du coup, je travaille sur les chansons de lutte politique de ma thèse de doctorat, les chansons de lutte politique, de lutte politique et de propagande aux Comores de 1960 à 1996, entre nationalisme et identité culturelle. C'est-à-dire que je travaille, depuis les années 60, je travaille sur les chansons de lutte partisane, les chansons anticolonialistes, jusqu'aux années 70, les chansons indépendantistes. Et puis après l'indépendance, j'ai aussi travaillé sur les chansons patriotiques. Il y a aussi des chansons révolutionnaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Et aussi, j'ai aussi évoqué les chansons de propagande islamique. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des enjeux sur la chanson appelée Kassuda, une chanson d'origine arabe introduite dans le côte est-africaine jusqu'aux Comores, vu que cette chanson a été instrumentalisée pour des fins de propagande islamique. Mais je pense qu'on aura d'autres occasions pour en parler. Mais aujourd'hui, je vais juste me limiter sur la chanson révolutionnaire, pour vous dire que ce champ est assez vaste et large. Alors, sur cette photo, vous voyez le fameux Ali Swalihi, qui est le chef de la Révolution française de 75 à 78. Donc, ma communication voilà, se focalise sur, c'est-à-dire je vais d'abord expliquer le contexte de l'orientation de la musique comorienne à la cause révolutionnaire. Il s'agit de comprendre l'influence et la manière dont ces œuvres musicales ont contribué à l'endoctrinement de la masse populaire. Nous allons nous appuyer sur les textes d'Abou Chiabi, de l'association Folko-Mauricien, et de la chanteuse Foubaïla Chamfi de l'association Joujou des Comores. Donc, les idéologies relatées par certaines de ces chansons sont bel et bien en conformité avec les plans politiques et économiques mis en place par Ali Swalihi, le guide de la révolution. Alors, mais avant de parler d'Abou Chiabi, permettez-moi d'abord de vous dresser un tableau sur le contexte historique voilà, de l'avènement de la Révolution. Le 3 août 1975, un mois à peine après la proclamation de l'indépendance des Comores, le 6 juillet 1975, Ali Swalihi renverse le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire. Il juge inconcevable qu'une déclaration unilatérale de l'indépendance ne puisse s'ouvrir sur les changements profonds de la société comorienne. Le chef de la révolution décide de tout chambouler
et changer à sa manière les habitudes des Comoriens. Le 15 juin 1977, Ali Soali prône et défend l'instauration du socialisme. L'émancipation des travailleurs manuels demeure au centre de son idéologie politique. Il déclare que le socialisme s'impose pour une véritable révolution nationale et sociale utile au développement socio-économique du pays. Ali Soali place la jeunesse au premier rang de ses idées nationalistes avec un discours très solide, surtout que la majorité des jeunes paysans sont issus des milieux défavorisés. Pour mieux susciter l'adhésion de son peuple à sa doctrine, Ali Soali s'est servi de la chanson pour bien propager ses idées révolutionnaires. Le guide de la révolution a soutenu et regroupé les artistes et associations musicales favorables à la révolution. Il a accordé une place importante à la chanson politique et révolutionnaire car elle lui servait de relais pour ses idées socialistes et progressistes. Les productions musicales reprenaient et propageaient alors les grandes lignes de l'idéologie de la révolution afin d'inciter la masse populaire à adhérer à ces principes. Ces chansons révolutionnaires allaient de pair avec les idées progressistes et sociales du pouvoir. Ce langage politique reflète ainsi le discours mené et défendu par le chef de la révolution pour créer Comoro, une nouvelle appellation de l'État-nation qui consistait à forger un sentiment national. Après l'indépendance des Comores, les chansons indépendantistes sont récupérées par le pouvoir révolutionnaire qui s'en sert pour propager ses idéaux. Ce nouveau régime va rassembler les associations musicales et les artistes pour la composition et la promotion de la révolution soiliste. Les autorités les ont accordé la facilité d'enregistrer leur musique à la radio Comore. Toutefois, ce régime censurait les œuvres musicales soupçonnées de critiquer le pouvoir et les chefs de l'État. Alors, maintenant, je vais vous parler du musicien Abou Chiabi, un chanteur aux services de la Révolution. D'abord, Abou Chiabi a commencé sa musique depuis sa jeunesse. Il a d'abord il a commencé par être dans les groupes, les groupes là, qui imitaient les artistes et les musiciens européens, pour ne pas dire occidentaux. Et du coup, ils ont fini par créer leur propre groupe, comme les Anges Noirs, par exemple, qui imitaient les musiques de John Hallyday, voilà, les musiques hippie, voilà, qui influaient pendant la période des années 60. Et à partir des années 70, Abou Chiabi avait proposé, parce qu'au début, ils interprétaient les chansons des artistes occidentaux. Donc, à la fin des années 70, Abou Chiabi avait proposé à ses collègues de composer en shikomori. Mais ses collègues ont refusé, comme quoi leur public est composé des Européens et des Français. Donc, ils ont refusé de composer des chansons en shikomori, c'est-à-dire en langue comorienne. Et du coup, Abou Chiabi est parti créer sa propre association musicale appelée Folk Comorien, c'est-à-dire c'est une musique c'est-à-dire c'est le folk comorien, c'est-à-dire c'est le produit. Cette association est le produit des influences des musiques venant de tous les coins du monde. D'où cette notion de folk comorien. Et ici, en 1975, là, on voit déjà qu'Abou Chiabi faisait partie des jeunes qui ont participé au soulèvement révolutionnaire. Là, c'est lors du coup d'État. Et là, on le voit, il s'est muni d'un pistolet et se trouve à la présidence avec Salim Hadjimidi. C'est le jour du coup d'État pour prendre le pouvoir par Ali Soali. Donc, Salim Hadjimidi, c'est un des leaders de la révolution qui deviendra ministre de l'Intérieur et de l'Information, chargé des affaires judiciaires dans le nouveau régime. Et voilà, donc durant la révolution, la période révolutionnaire, la chanson d'Abou Chiabi s'oriente vers des thèmes beaucoup plus sociaux, comme Viva Comoro, vous rancasser un pondo, c'est-à-dire pagailler avec force, ou bien aussi Moanadam, l'être humain, ont eu un succès remarquable. Ce choix de composer des chansons qui s'interrogent sur le social
la vie quotidienne et qui font réfléchir, a poussé le guide de la Révolution, Ali Swali, à lui demander de composer un hymne national de l'État révolutionnaire en 1976. Le journal Témoignage, excuse-moi, le journal Témoignage, hein, qui date de 1985, montre voilà, qu'en 1976, lorsqu'Ali Swali prend le pouvoir, aux Comores, Abou Chabi décide d'adhérer aux idées généreuses du nouveau président. Seul musicien de talent de l'archipel, il se voit confier le soin de composer le nouvel hymne national du pays, lequel sera joué jusqu'à 1978. Ça, c'est le journal Témoignage de l'île de la Réunion. Alors, maintenant, on va essayer d'analyser quelques chansons. Ici, par exemple, cette chanson intitulée Viva Comoro, qui a été composée en 1914 dans un contexte où les Comores ont entamé le processus d'indépendance. Ici, on peut voir, par exemple, dans ce couplet, qu'elles vivent les Comores, un pays d'hommes libres, qu'elles vivent les Comores, pays de braves hommes, le travail n'a pas de limite. Voilà, il est en train de faire l'éloge des travailleurs, des pêcheurs, etc. Voilà, donc dans cette chanson, par exemple, Abou Chabi a voulu montrer à travers cette chanson, Viva Comoro, que les Comores peuvent se suffire dans leur indépendance. Ce texte valorise ainsi l'amitié des paysans, des pêcheurs, des ouvriers et des dockers, comme je viens de l'expliquer. Ce type de langage faisant l'éloge du travailleur et de la nation a été très apprécié par l'homme politique qu'était Ali Swali, puisque ces sujets font partie des thématiques centrales de son plan économique. Dans son discours du 3 août 1975, devant l'armée révolutionnaire, Ali Swali disait « Notre responsabilité essentielle, c'est de faire face, c'est de défendre la nation et les citoyens travailleurs. » Ali Swali avait cette habitude de visiter les villages où se concentraient des pêcheurs qui vivaient en marge de la société comorienne. On peut aussi lire à travers ce couplet, cette chanson intitulée Vourankas Napondre, c'est-à-dire pagailler avec force, donc, qui est aussi composée en 1975. Donc, voilà, l'auteur est en train de mobiliser la population comorienne pour l'indépendance. Ici, par exemple, on peut lire pagailler avec force pour vaincre, aller, libérer notre pays, tailler là-haut, voilà. Voilà, tout ça, on peut lire à travers cette strophe. Et donc, la chanson qui suit maintenant, intitulée Ongwana, Gassinouon, Nous sommes souverains, est l'hymne national du régime révolutionnaire. Elle a été composée en 1976 à l'occasion du concours organisé par le pouvoir socialiste. Et bien sûr, cette chanson a été composée par Abou Chabi. Donc, on peut lire à travers l'hymne révolutionnaire, par exemple, ici, nous sommes souverains, nous, Comoriens des 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore, nous travaillons assidûment, voilà, en cultivant, en pêchant, voilà, vous voyez. Donc là, les champs thématiques, ça revient toujours sur les travailleurs, le travail manuel, etc. Ici, aussi, on peut voir Abou Chabi et ses musiciens, l'association musicale folk comorienne, lors d'un concert en Grande Comore en 1977. Donc, ces instruments de musique que nous voyons là sur cette photo sont les cadeaux qu'Abou Chabi a reçus du gouvernement révolutionnaire pour avoir composé l'hymne national. Il sera, bon, malheureusement, ces instruments ont été confisqués après la chute d'Ali Swali en 1978 et légués à l'association musicale Asmimo qui soutenait la politique du nouveau régime dirigé par Hamid Abdallah. Ici aussi, on voit, voilà, sur cette photo de l'association folk comorienne et d'autres groupes. Là, on voit aussi les musiciens de folk comorienne. Là, ils étaient partis en juin pour participer voilà, à l'occasion du 2e anniversaire de la Révolution, le 3 août 1917. On y voit l'artiste Abou Chabi du bateau, le ramener dans juin. Voilà. Les autres personnes que nous voyons sur la photo sont des musiciens des autres associations musicales qui ont participé à cet événement. Alors, sur cette chanson intitulée Zinji Zaoshitaki, cette chanson composée par Abou Chabi en 1977, donc fait également l'éloge du paysan et du travailleur comorien. Il s'agit d'une complainte de reconnaissance du rôle joué par le paysan, le pêcheur, voilà, etc. Donc, même chose aussi, on peut lire à travers cette strophe. Voilà, même ici, par exemple, on peut voir le bourgeois ne comprend rien, tant pis.
hein, la majorité ne comprend rien, tant pis, hein, voilà, etc., etc. Alors, maintenant, je vais aller directement, je vais parler de Foubaïla Chanfi, hein, de l'association musicale Je joue des Comores. C'est une femme. Alors, Foubaïla Chanfi a commencé sa carrière musicale à l'âge de 17 ans, au temps d'Ali Swalihi, au sein de l'association Je joue des Comores. Voilà, elle était la seule jeune fille dans cette association. Avant l'avènement de la Révolution, en 1976, 75, 76, la jeune fille comorienne n'avait pas le droit de chanter publiquement dans cette société musulmane et coutumière où la mixité durant les manifestations était jugée profane et donc non tolérée. Le régime révolutionnaire décide alors d'émanciper et réhabiliter la femme en lui rendant la place qui lui revient de droit dans la société. Suppression des voiles, égalité de droits et de devoirs. Voilà, les femmes intègrent ainsi l'administration et les différents comités villageois. Bien que Foubaïla Chanfi n'avait pas cette capacité de composer des chansons, des compositeurs tels qu'Ali Ben Ali et Ibrahim Sendou, affiliés à la Révolution, composaient des chansons révolutionnaires et la désignaient pour leur interprétation. C'est sa belle voix attirante qui était recherchée et qui intéressait les musiciens pour la diffusion de leurs idées révolutionnaires. On estime à une cinquantaine de chansons révolutionnaires le répertoire musical de Je joue des Comores. Malheureusement, un grand nombre de ces textes n'a pas été conservé. Les quelques morceaux qui ont été enregistrés dans des cassettes ont été mal conservés ou perdus, ou tout simplement censurés par le nouveau pouvoir à la chute du régime révolutionnaire en 1978. Les thématiques abordées dans ces chansons sont l'égalité des classes sociales, l'émancipation de la femme, la révolution, l'unité des Comores, l'égalité des chances, ou bien encore la dénonciation de la pratique de la sorcellerie. On mettait le point sur la valorisation des métiers comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'art, etc. Alors, nous verrons dans cette présentation que les quelques textes des chansons révolutionnaires que nous avons sélectionnés est repris dans l'article d'Ahmed Daniel, hein, reprennent et vulgarisent les thématiques centrales abordées dans les premières émissions de la théorie fondamentale d'Ali Swalihi, enregistrée et diffusée à la radio Comore. Cependant, cet article d'Ahmed Daniel manque de commentaires et d'une analyse, parce que Ahmed Daniel n'est pas un historien. Je pense qu'il a fait des études linguistiques. Donc, je l'ai repris, ces textes, pour essayer de les situer dans un contexte historique, de ressortir les informations, voilà, les informations renfermées, hein, dans ces chansons. Donc, d'une analyse approfondie des textes mis en musique pour bien saisir leur rime avec le principe de la révolution et de leur contexte de production. Ici, par exemple, dans cette chanson intitulée Oubé Pare, c'est-à-dire, c'est un chikomori, donc en français, ça veut dire la bourgeoisie. Donc, cette chanson intitulée Oubé Pare, la bourgeoisie, critique le capitalisme et le féodalisme de la classe bourgeoise comorienne. La chansonnière dénonce le système bourgeois et les propriétariens qui exploitent et s'enrichissent sur le dos du peuple. Voilà la chanson. Là, j'ai pris juste une strophe. Hein. Voilà, nationalisons tous les champs appartenant à tous les exploiteurs qui ne pensent qu'à s'accaparer de tous les terres. Voilà. Voilà, ils tracassent les agriculteurs. Voilà, vous pouvez voir tout ça à travers la chanson. Il y a encore une deuxième chanson, l'interdiction de la pratique du Ougangi. Ougangi, c'est le charlatanisme. Voilà, donc en avril 1977, la lutte contre le Ougangi se poursuit. Les divins Malimou, taxés de charlatanisme, se voient confisquer leurs textes en arabe avec lesquels ils confectionnent le porte-bonheur, voilà, hérésie, ou fournissent les formules contre les ennemis Badri. Hein, voilà, divins sorciers, on dit parfois révélés. Donc, le texte ici, par exemple, cette chanson, c'est là. Méfions-nous de ceux qui vivent grâce au sens occulte. Ils ne font absolument rien à part duper les autres. Voilà, c'est des chansons qui remet en cause la sorcellerie. Voilà. Ici aussi, il y a une autre chanson, La Révolution, voilà, et l'Udima, c'est-à-dire l'unité nationale. Donc, l'ensemble des textes suivants portent sur l'Udima, l'unité nationale, et voilà,
les Comores, 4 îles et une sorte d'appel à l'unité territoriale et politique de l'archipel des Comores. Voilà le texte, hein, c'est juste une strophe. Voilà, l'unité est indispensable pour faire avancer le pays. Nous devons être unanimes pour construire la nation. Allons-y tous ensemble. Voilà. Ici, dans ce texte intitulé le Mapinduzi, c'est-à-dire la révolution, la chanson suivante, Mapinduzi, donne une description sur l'établissement d'un régime révolutionnaire ainsi que les actions progressistes mises en place par ce nouveau pouvoir. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de conclure. Donc, de 1976 à 1978, la chanson révolutionnaire comorienne a constitué une voie efficace dans la propagande des idées révolutionnaires du président Ali Souali. Nous avons vu à travers cette analyse que la musique est un puissant révélateur social et politique, comme le souligne Armel Gaulier. Donc, cependant, le 13 mai 1978, Ali Souali n'était plus président de l'archipel des Comores. Après son exécution, le 29 mai, les mercenaires ont débarqué chez Abou Chiabi, confisqué tous ses instruments de musique, étant donné qu'il était considéré par le nouveau pouvoir comme le chansonnier de la Révolution. Le mercenaire Bob Denard, en personne, l'a obligé à composer pour le nouveau régime d'Hamid Abdallah, sinon son hymne sera banni. Les chansons de folk comorien enregistrées à la radio Comore ont été censurées. Face à ces menaces et intimidations, Abou Chabi a fui les Comores clandestinement par bateau et région Mombasa sur la côte est africaine. Toutefois, une nouvelle ère va s'ouvrir pour sa carrière musicale. Il va d'abord travailler à la chaîne de télévision du Kenya, à Mombasa, de 78 à 79. Il part à Ouganda où le chanteur zaïrois Kaumba Raphaël, une icône de la chanson africaine, l'accueille au sein du Viper Jazz Band. En janvier 1980, il s'est marié à une Française avec qui il chantait. Le couple a décidé de s'installer en France où Abou Chiabi va faire connaître sa musique à travers plusieurs pays européens tels que l'Allemagne, la Hollande, la Suède, l'Angleterre, voire dans d'autres pays au-delà de l'Europe comme le Canada, le Maroc, entre autres. C'est dans ce moment de refuge que l'artiste Abou Chiabi composant ses chansons post-révolutionnaires et de contestation contre le pouvoir d'Hamid Abdallah et ses mercenaires. On peut voir ici, par exemple, quelques photos. Hein. Voilà, on voit Abou Chiabi qui est bien accueilli par la Radio France internationale, RFI, hein, c'est en 1981. Voilà, il participait là-bas pour présenter sa musique. Voilà, ici, voilà, dans des concerts voilà, organisés par RFI. Hein, là, c'est à Paris, à la Défense en 1985, avec son petit frère Abdallah Chiabi. Voilà, ici aussi, on le voit toujours en 1983 aussi. Hein, voilà, pensez au palais du Congrès. Hein. Ici, et là aussi, on le voit aussi à La Réunion. Elle était aussi invitée par les communistes, hein, le journal Témoignage, hein, lors d'une fête. Donc là, il participait. Donc voilà, on doit attendre voilà, 14 ans, hein, c'est-à-dire en 1992, pour qu'il retourne aux Comores. Donc il a passé presque 14 ans, voire même 15 ans à l'étranger. Donc on doit attendre la chute du régime d'Hamid Abdallah voilà, pour voir le retour d'Abou Chabi dans son pays natal. Alors, quant à Foubaïla Chanfi, donc, elle fut arrêtée en 1980 et emprisonnée pendant 21 jours par le pouvoir d'Hamid Abdallah et ses mercenaires. Elle a été maltraitée, mal nourrie et mal logée. On interdisait sa famille de lui apporter de la nourriture à la prison de Rombo. Là, c'est en juin. Notre informatrice tient à m'expliquer que ce moment d'emprisonnement était très douloureux pour elle. Tout en pleurant, elle me décrivait l'affreuse situation carcérale qu'elle a vécue. Pour plaider sa libération auprès du président Hamid Abdallah, sa famille a envoyé une délégation formée de notables de son village d'Ouani. Et durant le régime de ce dernier, jamais elle n'a osé interpréter ses chansons révolutionnaires. Au sein des associations musicales et féminines dans sa localité,
Elle préférait plutôt les chants des festivités sociales comme ceux des mariages à connotation joyeuse et sans contenu partisan. On doit attendre l'assassinat du président Hamid Abdallah en 1989, lequel a mis naturellement fin à son régime pour qu'elle retrouve à nouveau le droit de le reprendre à la demande du nouveau président Saïd Mohamed Johar, 1990-1995, à l'occasion des célébrations de la fête d'indépendance. À la même époque, elle a eu l'occasion de participer à des festivals musicaux à Rodrigue, La Réunion et à Mayotte, où elle présentait son répertoire révolutionnaire. Bon, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette exposition. Et maintenant, on a donc le temps pour la partie des échanges et questions. Et je ne sais pas si on peut profiter pendant qu'on réfléchit aux questions d'essayer de diffuser les chansons que Mercedes nous a envoyées. Et je ne sais pas si Lise a pu les télécharger. On les a reçus par mail. J'étais en train d'y aller. Je viens de voir les messages. Je m'en occupe. Sinon, je l'essaie, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je vais essayer. Je vais avec la première. Et je partage l'écran. Vous n'avez rien entendu, non? Et je vais partager. Je partage l'audio. Oui, c'est bon. Là. Ici la Réunion, pas tout le temps s'aller, pas un abandonne talon de misère, comment t'es soleil pour te voir, un grand gars ici là. C'est possible, vous s'entendez? Oui, bien sûr. Oui, on entend très bien, oui. Ok, je pensais, j'étais pas sûre, donc j'ai coupé la vidéo. Je remets. Je ne sais pas, désolée. Ici la Réunion, pas tout le temps s'aller, pas un abandonne talon de misère, comment t'es soleil pour te voir, un grand gars ici là, t'es un bénard. Eh bien, ça c'est la première. La deuxième que je peux télécharger, c'est ici. Voilà. Très bien. Et malheureusement, je n'ai pas pu télécharger la troisième. Et je me suis... Je l'ai envoyé sur un drive, du coup, je ne sais pas comment. Ouais. J'ai autorisé à. Ils m'ont demandé si j'autorisais, donc évidemment, mais après, je ne sais pas. Oui, moi, je n'ai pas pu la télécharger non plus. Non plus. Hein. Je suis mis télécharger quand même. Je vais voir si je partage rapidement. J'en ai que 2 qui se sont téléchargés. Donc la troisième doit être celle qui est ici. Ah non. Non, il n'y a pas de problème.
Non, c'est pas. Non, malheureusement, c'est pas possible. On a déjà entendu les deux premiers enregistrements. Donc, j'ouvre la possibilité aux questions, si vous avez des questions. Sinon, je peux commencer d'abord pour une question pour Badruddin sur la musique révolutionnaire et comment on construit aujourd'hui cet ensemble de musiques créées dans un contexte précis. C'est-à-dire que la population s'approprie, on les écoute encore, on les a sortis du contexte, mais ça fait partie, ils font partie de la tradition populaire de la musique où ça reste complètement marqué par le contexte politique, etc., très politisé et on ne les connaît pas. Est-ce que la population connaît ces chansons, les chante ou pas du tout? Non, c'est fini. Hein. Ces musiques ont perdu hein, leur influence hein, d'avant. Bien sûr, maintenant on est dans un autre contexte. Dans les années 70-80, c'est une période, voilà, il n'y avait pas encore ces moyens d'échange, ces moyens technologiques, Internet, voilà, les réseaux, etc. Et aussi, il y a aussi la question de l'alphabétisation. En fait, une grande partie de la population comorienne à l'époque, voilà, ne s'intéresse pas aux journaux ou ne lisait pas vraiment. Donc, c'est à travers la musique, d'ailleurs, voilà. Donc, on se servait de la musique qu'on appelle aussi la musique du Torabou pour, voilà, pour véhiculer c'est un peu comme le Maloya, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ma collègue qui a présenté son travail sur le Maloya. Donc, c'était un peu ça, en fait. C'était le moyen de communication, un moyen de passer, de passer leurs idéologies, etc. Donc, aujourd'hui, non, ils n'ont pas vraiment cette influence. Peut-être on peut organiser des fêtes hein, voilà, pour commémorer, mais ils n'ont pas vraiment cette influence, c'est fini. Parfois, s'il y a des manifestations, surtout avec la diaspora comorienne en France ou à La Réunion ou un peu partout, on peut se servir de ces chansons voilà, pour galvaniser. Hein, voilà, oui. Mais avec la nouvelle génération, c'est fini, hein, ils n'ont pas cette influence. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'influence hein, qu'avait cette musique, en fait. Parce que même, bon, je n'ai pas évoqué hein, la chanson du Torabou dans les années, chansons de lutte partisane, etc., chansons indépendantistes, mais ces chansons hein, allaient même, voilà, étaient même à l'origine des violences hein, dans les milieux ruraux et urbains. Hein. Il y a eu des violences entre les différents les partisans, tout ça. Il y a eu même c'est ça, en fait, qui est intéressant que même ces chansons touchaient hein, ces gens-là, et voilà, qui peuvent finir par s'affronter violemment, etc. Bon, aujourd'hui, même si on chante une chanson politique, mais ça n'a pas vraiment cette influence des années 60 et 70. Oui, mais je lui demandais si ça parce que... la question. Oui. Oui, je pensais à d'autres contextes révolutionnaires dans d'autres pays où les chansons, le contexte est déjà passé, mais les chansons continuent à être chantées. Ils Oui, s'acquièrent un sens l'association, nouveau. oui, ils l'ont enregistré. Ils ont même fait quelques clips. Hein. J'ai déjà vu quelques clips sur Internet. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la musique, voilà, la musique savante, avec les jeunes voilà, qui s'intéressent au hip-hop, tout ça, là, bon. Voilà, c'est les anciens, hein, comme nous, qui s'intéressent à ce genre de musique, oui. Okay. Moi, j'aurais une question. Tu veux continuer, Monica? Non, j'aurais bien après. D'accord. J'avais une question pour Mercedes sur l'opposition dont tu as parlé entre le Sega et le Maloya.
Est-ce que tu pourrais expliquer, si c'est possible, hein, d'où elle vient, comment elle s'est construite cette opposition? Parce que le Sega, ça a quelle histoire par rapport au Maloya? C'est ancien aussi? En fait, de ce que j'ai lu, donc je rappelle évidemment que je suis au début de ma recherche, et en plus, moi, je ne suis pas réunionnaise, donc je n'ai pas non plus grandi dans cet univers. Donc, je commence, voilà, je suis en M1 et je me renseigne. Mais de ce que j'ai compris, c'est ce que je disais dans ma communication, c'est-à-dire qu'en fait, le terme de Maloya, il arrive très tardivement. Il arrive, vraiment, il se fixe dans les années 60 parce que justement, on a besoin à un moment donné de poser les choses et de dire... en rapport à cette réaction à la départementalisation et pour des raisons finalement politiques, du coup, les choses vont se fixer. Mais finalement, donc c'est ce que dit Guillaume Sanson, qui est un ethnomusicologue qui vit à La Réunion et qui a fait sa thèse, lui, plutôt sur le Sega. Et on va dire, il a écrit après sur le Maloya dans des revues, etc. Mais il a fait sa thèse sur le Sega. Et en fait, il explique, en reprenant aussi d'autres propos, mais peut-être en les creusant davantage, que... finalement, pendant toute une période, ce qui pouvait s'apparenter à du Maloya s'appelait le Sega Maloya, le Maloya Cabaret, enfin voilà, ça avait plein de noms, dont le Sega. En fait, à un moment donné, tout était un peu nommé soit de la même façon, ou en tout cas, la même chose pouvait être nommée de différentes façons. Et du coup, les choses se sont... voilà, c'était très polysémique, du coup, vraiment. Et à partir du moment où ça s'est précisé, donc, dans les années 60, vraiment, le Sega était la musique des départementalistes, et parce qu'en effet, elle était plus des chansons avec des thèmes un peu plus courants qui n'étaient pas du tout, voilà, peut-être des histoires d'amour, des histoires du quotidien, voilà, et avec des instruments alors tout à fait européens, et puis très vite basse électrique, et très vite, voilà, des choses de bal populaire, mais vraiment avec une couleur, une couleur beaucoup plus européenne, en fait, plus occidentale. Et du coup, ça portait aussi cette image de l'opposition à la départementalisation, quoi. Départementalisation et autonomisation. Alors, autonomisation. Mais peut-être est-ce trop schématique, et moi, j'ai besoin encore de creuser cette question-là, même si finalement, ma recherche est plutôt axée pas sur cette question-là, même si ça m'a vraiment passionnée. Je pense que ça va vraiment continuer à me passionner. Ça a été l'occasion de me questionner, mais c'était plus... en fait, un lien, moi je travaille plus sur la transmission, en fait, que ce que la transmission, comment on la repère aujourd'hui dans les productions, dans la création contemporaine. Donc je travaille là-dessus, mais c'est vrai que cette opposition Sega-Maloya, en fait, on se rend compte quand on lit, il y a plein d'oppositions au moment où les choses se fixent et surtout s'ancrent, parce qu'elles vont devenir porteuses d'idéologie. Et à ce moment-là, les choses... Et je vois Madame Fontanier, donc j'ai quand même oublié quelque chose de fondamental, c'est que c'est Madame Fontanier qui suit mon travail. Et donc je voulais la remercier parce que sans elle, je ne serais pas là. Donc je le dis. Voilà, je voulais le dire. Merci. Et bravo en tout cas. Mais c'est ce que je suis en train de percevoir. Je ne peux pas être plus claire que ça. Alors, et est-ce que je peux poser une question donc à Mercedes? Oui, il y avait Dino qui a levé la main aussi, Émilie. Alors, dis-nous, pardon. Émilie, non, après... à vous, Émilie, pardonnez-moi. C'était justement sur ces stratégies d'existence, en fait, de la façon dont le Maloya, en fait, a réussi à survivre au travers du Sega et d'une instrumentalisation d'un terme dans un contexte donné. Et vous êtes vraiment sur... effectivement, une vision, néocoloniale, vous vous inscrivez dans ce paradigme-là. Je me demandais si on ne pouvait pas le dépasser finalement, ce paradigme qui est effectivement celui d'une société anciennement colonisée, pour essayer de voir comment les logiques des acteurs sociaux, en fait, elles permettaient de penser le lien au territoire, à la transmission, aux acteurs, parce que une fois qu'on a dit qu'effectivement il y avait une relation de domination à la métropole, à la mondialisation, au fait que ce soit figé, eh bien, peut-être que du coup, une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment pour que les choses elles avancent et bougent, et je me demandais si une approche par le biais des logiques d'action des personnes que vous allez interviewer, rencontrer, ça ne vous permettrait pas aussi de rentrer plus dans la finesse d'une logique domestique, d'une logique communautarienne, d'une logique civique, parce qu'au bout du compte, du fait que ce soit connu comme patrimoine mondial aujourd'hui, on est aussi dans une logique de valorisation du patrimoine qui rentre dans la République, etc. etc. Voilà, c'est une piste pour interroger la transmission du Maloya par le biais des logiques des acteurs sociaux, plutôt que simplement par le prisme dominant
dominant-dominé. Mais je vais me permettre de commenter du coup parce que c'est évidemment intéressant, mais c'est évidemment intéressant. En fait, je trouve que j'ai l'impression de pouvoir, je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question-là et cette piste, mais je trouve que mon angle de recherche du fait d'interroger plutôt la transmission, le premier entretien moi que j'ai fait qui est consistant, tout d'un coup, évidemment, on voit que politiquement, évidemment, il y a valorisation de la culture créole, mais déjà la transmission, elle se fait dans un cadre profane. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aller explorer ces questions-là plutôt que de l'opposer aux religieux, aux racines. Voilà, on a une autre entrée qui est purement, qui est culturelle et musicale, et c'est un lien qui est familial et qui n'a rien à voir, justement, c'est un lien qui est familial dans la personne que j'ai interrogée, et c'est un lien au chant et au désir et au plaisir de chanter, et qui n'est pas du tout autre que ça. Alors après, la personne en question, le musicien, lui, il interroge dans sa famille, qu'est-ce que ça représente? Mais en fait, on lui a transmis des chansons françaises. Donc, c'est très intéressant parce que lui, il va chanter du maloya parce que ça lui parle, mais en fait, on lui a chanté de la musique française. Donc, finalement, c'est presque par le biais du esthétique. Et évidemment, c'est pas rien d'être créole et parler créole et d'avoir été, à qui on a transmis une culture française. C'est pas rien, c'est chargé. Mais néanmoins, il y a finalement aussi une interrogation qui est esthétique, qui est familiale. Et du coup, ça n'est pas que politique. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai l'impression qu'il y a des pistes qui s'ouvrent, en fait, de ce fait-là. Si tu peux me permettre, je vois la question civique ou le côté civique dont parlait Émilie. Dans justement la vidéo que tu as montrée de la manifestation, le Maloya, comme partie de la manifestation, non, on a vu ça aussi lors du mouvement des Gilets jaunes. C'était pas la même chose d'être dans le rond-point toute seule que de faire un pique-nique en même temps et de chanter le Maloya en même temps, dans le rond-point, etc. Ça fait partie, ça mobilise beaucoup d'éléments culturels et en lien avec ce qui se passe, avec l'action politique directe, on peut dire. Donc le côté civique, je le vois clairement sans être du tout spécialiste du Maloya. Et dans cette même ligne, c'est-à-dire que tu as parlé de l'esthétique, de la musique, de la force, et dans l'esthétique. Et justement, quand on pense aux chansons révolutionnaires, on ne pense pas qu'aux paroles. C'est pour ça que je reviens aux chansons. Mais aussi à la question musicale, non? Oui, et d'ailleurs... Quelques solutions à la chanson révolutionnaire, mais pour faire un lien. Oui, bien sûr, à laquelle on pense forcément davantage au texte. Alors, encore une fois, moi, je suis qu'au début, mais ce qui m'a intéressé, moi, dans le fait de faire cette communication, c'est qu'au départ, moi, je fais un travail, certes, je suis suivie, donc je suis en anthropologie et suivie par Madame Pontani, qui est sociologue, donc c'est un angle. Mais parallèlement, en fait, moi, j'ai voulu faire un travail ethnomusicologique. Donc, en fait, je vais avoir derrière une partie technique parce que ce qui m'intéresse, en fait, moi, je suis très intéressée par les arrangements, alors j'aime pas le terme parce que c'est pas écrit, mais on va les appeler comme ça néanmoins, vocaux. Je suis très intéressée par la polyphonie vocale actuelle et voir quel est le lien avec la transmission. Voilà. Et c'est pour ça que ce chanteur m'intéresse beaucoup parce qu'il est vraiment marqué par la voix, mais aussi les arrangements instrumentaux. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, c'est pour ça en fait que ça m'a intéressée de travailler sur cette communication, parce que tout d'un coup, on a une vision esthétique différente, et puis voilà, on se rend compte aussi que ça a plein de points communs avec d'autres évolutions à d'autres endroits du monde, et voilà, on sent qu'il y a un puissant fond un peu à interroger sur quelque chose qui peut s'occidentaliser, mais qui s'ancre dans quelque chose de très local et politique aussi, et du coup, ça pose beaucoup plus de questions que ça n'y répond, mais c'est intéressant pour ça, quoi. Je trouve, en tout cas. Mais ce que je vois aussi, et pardon, après j'arrêterai là-dessus, c'est que j'ai rencontré quand même des gens, mais vraiment dans mon entourage professionnel, parce que moi je suis prof au conservatoire et je suis dans l'univers de la musique classique, mais je croise évidemment des musiciens classiques réunionnais. Enfin, ils ont le répertoire classique, mais ils sont aussi attachés à leur musique réunionnaise. Et notamment, je pense à une collègue pianiste qui va jouer du Daniel Waro au piano, et qui n'a absolument pas de discours idéologique, bien au contraire. Enfin, elle est plutôt dans quelque chose où elle peut valoriser une certaine assimilation et en même temps être très attachée à. Donc, c'est très poreux, très hybride. Et
suis plus en questionnement. Bon, Monica, est-ce qu'on l'aiguille vers le concept de créolisation Oui, en plus. Volontiers. Je laisse la parole à Jean. Désolée, on pourrait continuer à parler de ça. Oui, c'est un... Mais Gino aussi peut... Oui, en tout cas, merci pour vos brillantes Je crois que tu es... oui. Oui, ça m'a interpellé parce que je travaille justement sur la voix. Mercedes, bravo pour ce que vous avez présenté. Merci beaucoup, bravo à vous. Non, c'est très intéressant. Et ça interpelle aussi mes travaux. En tout cas, égoïstement, j'ai rebondi parce que j'ai dit, ah, elle parle de la voix. Donc voilà, de la créolisation, de tous ces phénomènes-là. Aussi, il y a les outils d'analyse qui sont là, non seulement au-delà de la transcription, certes, pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la voix, les incidences de la langue créole, par exemple, les incidences comment il est parlé aujourd'hui, comment il était parlé aussi avant. Ouais, ça influe sur le jeu musical, en tout cas. Il y a des éléments aussi qui seraient intéressants à explorer, comme ceux de, comment dirais-je, comment elle est perçue, cette musique aujourd'hui, au niveau des jeunes, entre les anciens et les plus jeunes, enfin, les anciens et les jeunes, les plus jeunes, quand je dis anciens, ceux qui, vraiment les vieux, quoi, les vrais vieux, les porteurs de tradition, en tout cas. Je crois que c'est une piste très, très enrichissante, en tout cas. J'ai reçu, je ne sais pas, il y a quelque chose de, je ne sais pas si c'est de la Réunion, il y a quelques jours, sur, justement, sur la voix, sur, je ne sais plus, si je retrouve ça, je vous ferai parvenir par Lise ou bien Monica, donc je ferai parvenir ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, ma question aussi, surtout, c'est que est-ce que vous avez eu le temps, vous avez pu voir ces anciens-là, comment ils perçoivent la musique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ressentent quand le malheur, pour eux, ça signifie quoi? Et au niveau de la transcription, si vous avez déjà entamé ça, qu'est-ce qui fait la différence au niveau de transcription entre ces gars et le malheur aujourd'hui? Quelles sont les limites? Quelles sont, je suis un peu... Oui, alors moi, j'aimerais, parce que vraiment, les vieux, il y en a, enfin, les gramounes, je n'ai pas envie de dire les vieux, les anciens, les plus anciens, il n'y en a plus beaucoup en vie. De ceux dont j'ai parlé, il n'y a plus que Firmin Viry, où j'y vais sur la pointe des pieds. J'aimerais vraiment le rencontrer parce que non seulement il était militant, évidemment, donc il a pratiqué dans le secret, mais il a aussi été, on en parle, c'est un référent de transmission en fait. C'est celui qui a vraiment fait un travail de pédagogie en fait. Il a vraiment transmis, ça a été une figure, voilà, c'était un transmetteur et du coup une figure de référence. Et il est encore en vie. Dans quelque chose que j'ai lu très récemment, on donne même son adresse en disant mais c'est une adresse incontournable, etc. Donc il va falloir que j'ose, ce qui n'est pas évident. Mais ça serait intéressant, évidemment, d'avoir son témoignage et de savoir comment ça évolue. Mais juste pour rebondir sur le rapport à la langue, en fait, ce qui est intéressant aussi dans le maloya, c'est de voir les différents types de maloya. On a écouté là tout à l'heure Olivier Arras, par exemple, qui lui, vraiment, a un maloya qu'on dirait plus traditionnel, avec des textes où il y a beaucoup de mots de malgache, etc. Parce il revient, lui, il est vraiment tourné vers Madagascar. Il a une démarche un peu de retour aux sources vers Madagascar, dans sa généalogie, etc. Mais j'espère le rencontrer bientôt. Et puis, il y en a d'autres qui vont vraiment avoir dans la veine de Daniel Waro, dans la veine de ces gens-là, donc Jean-Marie Barré, que j'ai déjà rencontré, où ça sera une autre langue, en fait. C'est une autre langue plus dans l'idée de ce qu'a défendu Karpan Marimoutou, c'est-à-dire une mise en valeur d'une littérature créole, d'une poésie créole, qui est aussi porteuse de messages militants, porteuse de... Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un travail poétique, donc qui va forcément avoir des conséquences sur la façon de chanter, sur le rapport au rythme vocal, et donc c'est tout à fait passionnant. Mais dans la forme même, il va y avoir des conséquences musicales et évidemment un rapport au message qui va être très différent de ce que je... Creuser au niveau des ports de voix, des tenues, comment c'est utilisé, les portamentos, enfin, tout ce qu'il y a autour de la voix, en tout cas. Oui, c'est très intéressant d'observer pour voir un peu les limites des apports, enfin, des apports dits occidentaux ou bien des apports américains. Oui. C'est vrai que ça, il faut que je note, parce que je pense que c'est intéressant, le rapport au traitement de la voix.
peut-être pas de la voix. Et puis, il y a quelque chose qui aussi serait fascinant, parce que moi, personnellement, j'adore le Maloya. C'est pour ça que la parole et poser la question. J'aime beaucoup toutes les musiques traditionnelles, en tout cas, Gérard. Et ça m'interpelle, quoi. Je suis fasciné par ça. Vous avez parlé aussi quelque part du formatage, de la durée des morceaux. Si j'ai bien capté, peut-être que j'ai mal compris. Si, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit pour des raisons uniquement commerciales, parce que nous tous, nous sommes victimes de ça, vous êtes musicienne comme moi, nous devons faire 3 minutes 40 pour que ça passe à la radio. Si c'est trop long, personne ne va écouter. Et est-ce que ça ne dénature pas? Comment ils ressentent ça, eux? Alors, je ne sais pas comment ils le ressentent. Moi, je l'ai lu et puis je le pense personnellement, c'est que je me suis retrouvée, moi, dans des concerts de Maloya où les chansons vont durer parce qu'il y a interaction avec le public et l'improvisation, elle va être textuelle aussi. Donc, à un moment donné, si on coupe l'improvisation textuellement, on peut squeezer une idée, une volonté de faire passer quelque chose, puisque de toute façon, les choses, elles fonctionnent. Moi, j'ai fait un tout petit peu, mais un micro tout petit peu de son cubain, de son cubano, et vraiment, je trouvais qu'il y avait un rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on lance une phrase, on va évoquer quelqu'un, une situation, etc. Et si on va beaucoup réagir avec son interlocuteur, avec ses partenaires, avec son public. Et quand ça s'est coupé, c'est vrai que quand on le vit en concert et que ça dure et que ça n'en finit pas et on enchaîne sur une autre chanson et jamais deux performances ne seront jamais les mêmes, et finalement, on s'interroge sur le rapport au formatage. Bon, après, c'est vraiment des questions, après, c'est des options. Là, c'était aussi la volonté de cette communication aussi, d'aller avec un certain regard dans une certaine... Moi, du coup, j'ai découvert plein de choses. Donc, à nouveau, merci beaucoup. Mais, je ne vais pas monopoliser la parole. Pardonnez-moi, je vous laisse. J'ai pas mal de questions, mais bon, je ne vais pas déranger longtemps. Oui, il y a certainement pas mal de points en commun entre Funker et Maloya, non? La poésie orale fait partie de Maloya et on ne peut pas dissocier complètement les deux. Et notamment depuis les années 60, particulièrement. Depuis cette volonté de valoriser c'est complètement lié en fait à l'évolution politique. Et c'est du fait qu'on décide que que les créoles soient une langue, et puis à partir de là, on décide, voilà, langue régionale et comment on va la traiter, comment on va la transcrire. Donc même la transcription est militante, puisque si on choisit telle graphie du créole dans le maloya, on porte un message. Donc il y a plusieurs graphies, et s'il y en a une qui est particulièrement marquée politiquement, ça veut dire que déjà, on se place d'un certain côté. Et donc, c'est vraiment ça qui se joue aussi dans le maloya. Et donc, c'est passionnant. Excusez-moi, madame, vous avez oublié un élément. Oui. J'aimerais bien aussi savoir si le maloya est juste limité à La Réunion, ou bien aussi c'est plus visible à Maurice ou d'autres départements. Oui. Alors, le maloya, notamment, justement, depuis le début des années 80, comme il y a beaucoup d'enregistrements, etc., puis même actuellement, moi, très honnêtement, qui est ma famille en métropole, j'ai vu Daniel Waro au mois de juillet en métropole sur la côte atlantique, donc c'était très drôle, parce que du coup, il parlait en français à son public, c'était très marrant. Et oui, bien sûr, je sais que Daniel Waro, moi, je suis un peu de loin, je ne le connais pas personnellement, mais il va jouer en Europe de l'Est, il va jouer au Japon, il va... Donc ça, maintenant, vraiment... et certains, voilà, il y a des... Je crois qu'au 14 juillet, il y a eu volonté de rassembler la communauté réunionnaise à Paris. Et du coup, il y a eu Jean-Marie Barré venu jouer sur la place de la République. Enfin, on sait qu'il saute la mer, ça y est. Et il a forcément profité de ces politiques de valorisation et de mondialisation. Voilà, d'où ce questionnement. Il n'est plus limité à La Réunion. Il est né à La Réunion, en tout cas. Par contre, oui. Ça, je pense pouvoir l'affirmer. D'accord. OK. Avec de fortes influences malgaches. Oui. Pardon? Avec des très fortes influences malgaches, oui. Oui, bien sûr, parce qu'il naît à La Réunion, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique qui a plein d'influences d'ailleurs. Donc voilà, comme le dit Sugal Fuma, les Réunionnais savent que ça vient d'ailleurs, mais le maloya en tant que tel est déjà métis en fait. C'est déjà le produit d'une musique métisse, donc après il va subir plein d'influences, mais le maloya en tant que tel
il est né à La Réunion de l'histoire du peuplement de La Réunion, avec plein d'influences malgaches, Afrique de l'Est, et puis indienne. À un moment, les tambours sacrés vont s'inviter dans le maloya. Comme la culture réunionnaise en général, c'est-à-dire que voilà. en n'ayant pas une culture native, donc voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée du syncrétisme, en fait. Il y a un produit. Comme disait Émilie, la créolisation, c'était la créolisation dans le sens. Oui, voilà. Pas dans le sens métissage, et créolisme. Non, mais de création de quelque chose à partir de. Création d'autre chose à partir d'éléments différents, oui, tout à fait. Exactement. Non, mais moi, je pense d'ailleurs que toutes les musiques sont métisses, en fait. Oui, bah, du coup. Ouais. Non, mais sérieusement, parce qu'en fait, lorsqu'il y a un apport au contact de l'autre, même les musiques dites africaines traditionnelles, l'idée vu qu'il y a une colonisation, un apport venu quelque part, c'est sûr, les gens, ils entendent autre chose. Et quand les colons arrivent, ils ont leur musique à eux. Ils viennent. Oui, des rencontres, en fait. Il y a toujours quelque chose, il y a une mutation, quoi, en fait. Et c'est quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est pas glissant, mais nous sommes tous créoles d'une certaine manière, en fait. Oui, il y a toujours des apports d'un côté comme de l'autre. Hein, c'est-à-dire que du côté de l'Occident, vous avez eu des mots, même des mots français qui viennent d'Afrique, par exemple, qui sont d'Afrique du Maghreb, d'ailleurs, pour la plupart, mais d'Afrique subsaharienne aussi. Mais ça concourt à... Je ne suis pas anthropologue, mais c'est très délicat, quoi, à manipuler. Mais c'est le même problème que la langue. En effet, dès qu'il y a une zone de contact, après, il y a un métis. Enfin, voilà, il y a une créolisation permanente, en fait. Voilà, permanente. C'est une permanente de construction. Dans ce métissage, il y a toujours la question de pouvoir présente. Mais il faut, je crois, faire la différence avec... C'est une autre problématique. Peut-être on est confronté à une problématique un peu plus, je ne sais pas si difficile ou complexe, quand il y a une grande partie de la population qu'on nomme comme native ou autochtone. Donc, les processus de métissage, ça prend un ampleur différente. Et l'Amérique latine est concernée. Ouais. Bon, je crois que... Pardon, oui. Non. Je veux dire, au niveau de la construction de la gestion de l'espace sonore, en tout cas, il y a quelque chose qui est unanime, enfin, sur lequel on peut être unanime, mais les formes responsoriales, antiphonales qui existent dans ces constructions musicales, dans ces formes musicales-là, qui sont inhérentes à un lieu précis, c'est-à-dire à ce continent-là, qui est l'Afrique, mais qui est unificateur, malgré les divergences, bien sûr. Vous avez, même quand on dit Afrique, ce n'est pas un village, hein, c'est tout un continent. Dans un pays, vous avez 10 000 musiques. C'est tellement complexe. Alors, vous voyagez d'un village à un autre, on dit non, je parle la cloche de cette manière, de telle manière. C'est tout un ensemble, mais il y a une ossature, il y a quelque chose de commun au niveau de... C'est pour ça qu'au début de mon exposé, j'ai parlé de ce triptyque qui caractérise les musiques afrodescendantes, en tout cas, le chant, le tambour et la danse. Vous allez retrouver ça partout. Après... Oui, qui sont les fondations de la musique classique aussi, d'ailleurs, hein, de la musique savante, comme on dit, quel mot horrible, c'est comme ça que on dit, mais c'est pas... On est obligé, on l'utilise, mais c'est vrai que c'est aussi au départ, c'est très fonctionnel, en fait. C'est très lié à l'endroit, c'est très lié aux situations, au contexte, et bien sûr. Excuse-moi, pour ajouter par rapport à ce qui est avancé par M. Junot, oui, je suis d'accord avec toi que toutes les musiques sont métissées. Hein. Au Comores, par exemple, la musique du Touareg ou bien aussi la musique liturgique du Kassuida sont en provenance de la côte est-africaine. Et d'abord, normalement, ça remonte de l'Égypte, normalement. Hein, de l'Égypte, de ces influences-là, et puis voilà, jusqu'à Zanzibar, voilà. Et puis, voilà, véhiculé par les Comoriens de Zanzibar vers les Comores, début du XXe siècle, dans les années 1900 et tout. Donc, et ces musiques-là, au début, c'est des musiques chantées en kiswahili et en arabe, oui, dans les manifestations, dans les mariages, etc. Mais à partir des années 60 et tout, donc avec les politiques, tout ça, ils commençaient à encourager, à composer en shikomori. Et du coup, on a fini par s'approprier, voilà,
c'est de modifier un petit peu. Et puis maintenant, c'est devenu propre à nous maintenant. Donc, c'est devenu un patrimoine national. Mais il y a ce problème, justement, c'est sans vous couper, mais au Cameroun, par exemple, l'accordéon au sud Cameroun, dans une musique qui s'appelle le bol, c'est un instrument traditionnel. Quand vous dites accordéon, quand même, c'est un truc européen. Vous voyez, c'est occidental, mais c'est pas un truc africain. Mais ça fait partie de la culture. Vous jouez de l'accordéon, on vous dit, mais c'est le truc traditionnel, là. C'est pas traditionnel. Où se limite la tradition, quoi. Donc, quelles sont les limites? Quand on parle tradition, on parle tradere, du latin tradere. On a l'idée de transmission. Quand on dit transmission, c'est qu'il y a mutation. Donc, c'est pas quelque chose de figé. C'est là où je dis, vraiment, je le dis avec beaucoup de délicatesse parce que je me méfie un peu parce que parfois on croit qu'une tradition est figée. Non, c'est quelque chose de dynamique. Elle bouge tout le temps, la tradition. Qui était là il y a 20 siècles, il y a 10 siècles. Il faut savoir comment on jouait le tambour. C'est que les gars jouaient. Dans le goka, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez au départ le père là-bas, au XVIIIe siècle, il dit il y a 2 tambours. Aujourd'hui, on dit non, le goka se joue juste avec 3 tambours. C'est comme ça la tradition. Qui a fixé les normes de la tradition? On a codifié, recodifié et recodifié. On continue à recodifier. Du coup, cette tradition, elle devient quoi? Les Africains déportés en Guadeloupe, ils y arrivent. Il y en a un, il ne connaît pas cette musique-là, donc c'est un chroniqueur. Il dit qu'il y en a un qui joue un rythme régulier, il y en a un qui tape n'importe quoi. Il frappe n'importe quoi. Il veut dire le soliste, quoi, le marqueur. Hein. Donc, il y en a 2. Aujourd'hui, on dit non, la symbolique, c'est qu'en fait, on a 3 tambours. Celui qui est au milieu là et les 2 boulas qui sont là, qui jouent le même rythme, on théorise sur certaines choses, mais sans remonter à l'histoire, par contre. C'est là où la difficulté de ce genre de sujet, parce qu'en fait, nous avons très souvent... enfin, je ne suis pas historien, hein, je suis musicologue, mais il y a 2 musicologues, donc chaque fois, j'avais toujours envie de recourir à l'histoire, comprendre un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est installé. C'est diachronique, en tout cas, c'est quelque chose de pas figé, ça bouge. J'aime pas le mot évolution, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si on regresse ou on avance. L'idée de l'évolution, on croit qu'on avance, que c'est bien. Il y a quelque chose de positif, quoi. Ça me donne envie de dire que, c'est bien, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être c'est moins bien qu'avant. Non, j'ai arrêté de vous dire. Mais je pense que c'est des questions aussi, pour revenir à une question que posait Monica, qui émerge énormément maintenant, ou à un moment où on parle de patrimonialiser aussi. Parce que patrimonialiser, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va fixer d'une certaine manière pour définir une chose. Et c'est vrai que toute cette... dans la patrimonialisation, je pense qu'il y a aussi tout un discours qui est imposé par des institutions comme l'UNESCO, qui disent un petit peu, qui ont des espèces de critères, ou en tout cas de ce qu'est le patrimoine, de ce que ça doit être, et ça implique du coup ce qu'on entend par tradition. Et je pense que c'est des questions, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait être l'occasion d'une nouvelle journée, d'une nouvelle rencontre autour de cette idée musique et patrimoine, parce que je pensais par exemple à la champeta dont on parlait vendredi avec Carlos, qui est un genre populaire, urbain, récent, qui est en train, beaucoup d'acteurs et d'actrices veulent obtenir cette reconnaissance par la patrimonialisation, mais ils le font d'une manière extrêmement concrète, tout simplement pour avoir une reconnaissance institutionnelle d'un genre qui est extrêmement méprisé depuis le début par la société de la Caraïbe colombienne et par le reste du pays. Par ailleurs, pour obtenir des ressources, parce qu'être patrimoine, ça peut permettre de pouvoir se présenter à des convocatorias, remporter des financements, etc., etc. Donc c'est vrai que on rentre aussi, après on intègre ces discours et dans cette stratégie de patrimonialisation de la champeta, il y a toute une stratégie qui consiste à reconnecter la champeta à la culture palenquera de Palenque, qui est le village du marronnage, l'emblème du marronnage en Colombie, qui est une culture là pour le coup ancestrale, qui est patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc le fait de se connecter à cette tradition plus ancienne pour une musique toute jeune, toute contemporaine, ça pose aussi beaucoup de questions sur les régimes de valeur en fait des musiques et comment c'est réévalué en fonction de critères, de facteurs extrêmement complexes à analyser en fait. Bien sûr.
Voilà. Excuse-moi, j'ai oublié de vous dire une petite anecdote. En fait, lors de mes entretiens avec le chanteur, l'artiste comorien, Abou Chiabi, hein, qui a marqué d'ailleurs l'histoire de la musique comorienne, en fait, il m'a dit que, tu sais, quand j'étais parti en Europe, en fait, ce qui a fait que on m'a toujours demandé hein, de présenter ma musique un peu partout, en fait, c'est le fait que, voilà, j'imitais hein, les musiques anglo-saxons, les musiques, voilà, hippies, tous ces genres-là. Et du coup, je prenais aussi un petit peu les musiques traditionnelles comoriennes. En fait, c'est ce mélange. Et du coup, ça fait que ça donne une certaine originalité. En fait, il s'est rendu compte que ça fait, c'est ce genre de ce mélange qui a fait que voilà, les gens lui demandaient, là, puis voilà, sillonner hein, partout en Europe, au Canada, même en Afrique aussi, un peu partout. Donc voilà, c'est ça qui a fait l'originalité de sa musique. C'est maintenant qu'il s'est rendu compte en fait. C'est pour voilà, renforcer que voilà, c'est toujours une musique qui vient de tous les océans, de tous les continents, de tous les. Vous qui êtes pianiste, Mercedes, vous voyez, vous allez voir, c'est vrai peut-être une piste aussi à explorer, hein, de voir au moins au niveau de la construction harmonique de certaines musiques de là-bas. Je parle peut-être, là vous êtes resté sur ma sûr, c'est votre sujet, mais voir au niveau des cadences même. Moi, je vois parfois, je vais au Cameroun ou dans certains pays africains, je vois des cadences plagales qui sont associées aussi à l'apport, c'est une cadence qui est utilisée dans le chant grégorien, dans les chants. L'apport des Occidentaux, ça a été très fort. Et qui sont des éléments, mais qui sont dans la tradition. C'est extraordinaire quand même. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? Et quand vous leur dites que mais ça vient de revenir. Non, c'est nous. Je dis, mais c'est votre musique, comment? C'est ça que je disais. Je ne dis pas que je n'ai pas de respect pour la tradition, ou bien le patrimoine, mais je m'interroge. Oui, s'interroger tout le temps. Ouais, je m'interroge tout le temps. Je me dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Quand on regarde bien, on se dit toutes ces imbrications externes, tous ces allers-retours aussi. Parce que c'est ce que je dis dans l'ouvrage, c'est pas pareil là sur. Enfin, c'est une bibliographie montée, mais en préambule, je parle justement de dans quelle mesure, quelles sont les dimensions. L'apport a été aussi du côté des colons comme de l'autre côté aussi. Vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui s'installe. Vous avez quelque chose d'apport de l'un de l'autre. Il n'y a pas envie par l'autarcie, quoi. On dit, ça me rappelle, à l'époque, j'étais chercheur associé à l'ENS à la rue d'Ulm à Paris, en France. J'avais choisi de travailler sur la musique pendant la période coloniale au Cameroun, surtout à la radio. Qu'est-ce qu'on diffusait comme musique? La musique militaire, tout ça. Et la locution même des journalistes, des gens, comment ils parlent. Vous savez, ce soir, qu'est-ce que ça a dégagé? Quelles sont les influences françaises dans leur façon de projeter même la voix? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils parlent d'une certaine manière à la radio. Vous allez voir France Inter parle d'une certaine manière, RFI. Alors, c'est à la une de ce journal. J'exagère, je ne suis pas un comédien, mais il y a des choses à creuser parfois. Vous qui travaillez sur la voix, en plus, c'est extraordinaire. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais waouh! Mais finalement, ces musiques-ci, pourquoi il y a eu un apport incroyable? La première radio au Cameroun, c'est en 41. C'est incroyable, hein? C'est en 41, mais on voit comment on a été formaté d'une certaine manière. Du coup, même la tradition, elle a bougé aussi, parce que dès qu'il y a la radio, on entend. Vous entendez, vous n'êtes pas sourd, sauf si vous êtes musicien et vous êtes sourd, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas qu'il y a des musiciens qui sont sourds, non. Comment ils jouent? Enfin, il y en a sans doute, mais vous avez dit c'est des génies. Donc, bref. En tout cas, merci beaucoup et pour toutes ces inspirations, toutes ces belles nourritures grâce aux échanges que nous avons eus et à vos exposés respectifs. Vraiment, c'était un bonheur, quoi. Des Comores, de la Réunion, de Bordeaux. Je suis où là? Je suis en Guadeloupe aujourd'hui. Je vis à New York, malheureusement. Je vais rentrer bientôt. Je suis là pour les workshops. J'aimerais bien prendre contact avec vous, Mercedes. Là, je suis à La Réunion. Est-ce que vous avez des travaux publiés à La Réunion? Non, moi, je suis en M1. Je suis en petit M1 depuis le mois de septembre. Donc, je suis juste en début. Je suis au début. Non, je n'ai pas de travaux du tout. C'est ma première communication et c'est mon
Je suis dans le tout début de la recherche. Sérieux? On dirait que tu as déjà participé hein, à plusieurs assises scientifiques. Hein. Bon, c'est peut-être parce que je suis prof, mais non, je suis vraiment toute sur la pointe Et des du coup, pieds. vous êtes souvent à l'université, à la bibliothèque, tout ça? Oui, je vais en cours, pas tous les jours, mais quasiment. L'emploi du temps est un peu chargé en M1 encore, mais donc oui. Bon, je vous enverrai un mail, comme ça on va essayer Avec se grand revoir plaisir. là-bas. D'accord, merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous hein, pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup pour ces organisations. Oui, on a justement, c'était une occasion pour vous écouter. On a appris beaucoup de ces 2 riches journées d'études. Et on reste en contact aussi. C'est une occasion, on a envoyé aujourd'hui, la semaine dernière aussi, des mails collectifs. Donc, vous savez déjà les mails de chaque intervenant. Et bon, on vous remercie beaucoup de tout ça. On vous a envoyé aussi les enregistrements. Les enregistrements. Facebook, on va les envoyer aussi les enregistrements de cette journée. Et s'il y a certains qui ne marchent pas très bien, on pourra vous envoyer un lien Drive, notre moyen d'accès aux enregistrements. Je vous remercie beaucoup. Pour ma part, c'était très, très riche. Merci à vous. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Merci pour à vous. le comité scientifique et les organisateurs. Merci les organisatrices. Okay.